Bonjour mesdames, bonjour messieurs. J'ai expliqué ça à M. Lebon. Vous ne pouvez pas imaginer l'émotion de me retrouver ici. Et je remercie d'avoir pensé à moi pour évoquer justement cet anniversaire du musée. Et là, une coïncidence formidable avec l'histoire de ma venue ici. Je vais faire une petite précision parce que je pense que la culture est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que la culture, c'est quelque chose qui doit retransmettre les choses pour nous apprendre, pour nous faire prendre connaissance des choses. Et il y a toujours eu une confusion énorme et un paradoxe extraordinaire qu'il y a entre la piste et le cirque. Et ma présence ici en est vraiment un exemple, parce que lorsque je suis arrivé à Paris, au mois d'avril 1974, pratiquement un an jour pour jour après la mort de Picasso. C'est quand même déjà une indication. L'histoire de ma famille a commencé en 1854, or que Picasso est né en 1880, peu de temps après. Et en 1774, un Anglais, Philip Astley, a installé un espace scénique magique, extraordinaire, qui s'appelle la piste. Et la piste n'était pas une salle de spectacle, pas pour y faire du spectacle. C'était un espace scénique qui était voué aux militaires pour apprendre une chose qui n'est pas naturelle, c'est développer son sens de l'équilibre. L'équilibre, c'est fondamental. Et pour tourner dans un cercle de 13 mètres de diamètre, sur un cheval au pas, au trot et au galop, on développe un sens de l'équilibre et pour le cheval et pour le cavalier absolument fantastique. 13 mètres de diamètre. Astley découvre ça en 1768 en Angleterre. Et forcément, ça a généré un tas de curiosité des militaires de l'époque qui s'apercevaient que l'assiette, on appelle l'assiette pour les hommes de chevaux, lorsqu'on avait de l'assiette, lorsqu'on avait de l'aplomb, on était beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus agile, beaucoup plus pour se défendre et pour attaquer. Et de plus, on apprenait à remonter sur son cheval au galop, dans le rond de 13 mètres, parce qu'un cavalier qui était désarçonné sur un champ de bataille, il était mort. Donc, cette piste n'avait pas du tout été faite pour le spectacle. Mais l'attraction était tellement étonnante que les gens se sont entassés autour du cercle. Et du reste, la première salle de spectacle qu'Astley a créée à Paris, rue du Faubourg du Temple, ça s'appelait Amphithéâtre Astley. Ça s'appelait pas cirque. Alors, le grand mystère, c'est les 13 mètres de diamètre. Pourquoi 13 mètres de diamètre? On a quelques explications. La longueur de la chambrière, qui est un fouet qui a été fait par les écuyers pour habituer les chevaux au bruit des fusils. On faisait claquer la chambrière au-dessus des oreilles pour leur apprendre à avoir moins peur des coups de fusil. Ce qui me fait dire que ça devait s'appeler une chanvrière et non pas une chambrière, parce qu'à l'extrémité de cette chanvrière, il y avait la ficelle de chanvre. C'est grâce à ça qu'il y avait le claquement. Le claquement, c'est le déplacement de la ficelle qui dépasse la vitesse du son et c'est pour ça que ça claque. Et donc, Astley a eu un succès formidable. On est en 1774. On va passer quelques années. 1974. Une dame de théâtre à qui il faudrait vraiment rendre des hommages aussi parce que ça a été une femme unique au monde. D'abord, par sa générosité et sa passion pour le spectacle.
et le théâtre dramatique en particulier. Et elle a créé, à Paris, quelques années avant, juste en face de l'hôtel Salé, son centre culturel de la ville de Paris, dans les entrepôts Weber. Weber, c'était une entreprise qui fabriquait les tubes. On a déménagé les tubes et Sylvia Montfort a fait son centre culturel de la ville de Paris. Il n'y en a plus aujourd'hui. Ça a été la seule et la dernière à être directrice d'un centre culturel à la ville de Paris. Est-ce que ce ne serait pas une idée, par exemple, d'essayer de refaire quelque chose pour rassembler toutes les formes artistiques, pour qu'on puisse se rencontrer? Pas par SMS. Donc, le succès, elle décide, pour fêter le bicentenaire de l'arrivée de la piste, de faire venir un cirque. Et Sylvia Montfort, alors je vous passe cette période de 1974 où j'expliquais ça à mes amis musiciens qui vont jouer pour vous tout à l'heure. J'ai été pendant 10 ans SDF. Et quand je suis arrivé à Paris, dans la cour de l'hôtel Salé, j'étais toujours SDF. Et je suis resté quelques années. Hein. Je prenais les adresses. Ici, j'étais 5... je perds un petit peu tellement je suis émotionné. Et la rue de Torigny, pour moi, c'était ma première adresse où on pouvait m'écrire. Et ça me revenait. Et puis après, on est parti à la Gaîté Lyrique, encore une autre épopée. Elle avait monté là un centre culturel absolument extraordinaire. Et la ville de Paris lui avait confié ce théâtre en lui interdisant l'accès à la salle. C'est qu'il faut quand même le faire. Et Sylvia Montfort a décidé de faire son centre culturel sur la scène de la Gaîté Lyrique. Et je me rappelle l'architecte qui l'avait aidé à faire ça, qui est très connu aujourd'hui, qui ne l'était pas à l'époque, il s'appelait Jean Nouvel. Et toute cette rencontre-là a été pour moi un bain de jouvence et de lien entre mon métier, que j'adore, et le théâtre. Le point commun, c'est que le cirque d'aujourd'hui, qui n'existe plus non plus, lui, personne n'en parle, mais le cirque n'existe plus. Les grands cirques comme le Cirque du Soleil, Ringling Bros Barnum and Bailey aux États-Unis, avec 3 pistes. Vous voyez, comme il y avait tellement de monde, ils multipliaient les espaces scéniques pour que tout le public puisse voir quelque chose. Sinon, on ne pouvait pas voir de loin. Et donc, cette période-là a été une période absolument incroyable. D'abord, parce que Sylvia me dit, mais vous êtes rattaché, quelle est votre tutelle à vous? Je dis, moi, madame, notre tutelle, c'est le ministère de l'Agriculture. Ah bon? Le cirque fait partie de l'agriculture? Oui. Et pour quelle raison? Ben parce que quand on passe, il y a les vétérinaires, il y a les chevaux, il y a les fauves. À l'époque, il y avait... Moi, j'en avais pas, mais les autres en avaient plein. Et, ah ben, bon, ça, c'est pas normal. Ensuite, elle me pose une autre question. Ça a toujours un rapport avec l'hôtel Salé. Hein. Je ne m'égare pas de tout ça, ça a été fait ici. Et elle me dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le cirque? J'ai dit, madame, je suis convaincu, à l'époque, moi j'ai fêté mes 30 ans ici, juste quand je suis arrivé, en avril. Et je lui dis, madame, pour que les choses se pérennisent, il faut les retransmettre. Il n'y a pas d'autre moyen de pérenniser quelque chose s'il n'y a pas la transmission. La retransmission. Alors elle me dit, mais il faut créer une école. J'ai dit, oui, on va créer une école. Et elle m'a aidé à créer cette première école de cirque qui a vu le jour le 15 octobre 1974 dans les locaux de la Gaîté Lyrique, qui, comme par hasard, a le même architecte que celui du Cirque d'hiver de Paris et de la mairie du 10e. Vous voyez, il y a toujours un ensemble de choses qui fait que je n'arrive pas à m'en sortir. Et je me souviens, les premiers spectacles, on montait la piste en matinée, les gradins étaient mobiles, on les mettait en rond, et après, entre la matinée et la soirée, on remettait les gradins frontales, et on débarrassait, c'était la scène, et là, il y avait les ballets Russillot le soir. Le cirque l'après-midi et les ballets Russillot le soir, qui était un garçon absolument extraordinaire, un peu le type de Béjart, mais à mon avis avec encore plus classique. Et donc on s'est retrouvés
là, à quelques jours près, parce qu'elle m'a signé un contrat d'1 mois pour venir ici. Alors vous voyez, j'ai tout quitté, je suis venu m'installer dans la cour de l'hôtel Salé, j'ai monté un chapiteau de 30 mètres de diamètre dans la cour qui fait 24 mètres sur 24. Et où au carré, Sylvia Montfort. Vous voyez, on n'en sortait pas. Entre le rond et le carré, entre la piste et la cour, carré, c'est la quadrature du cercle. Pour moi, c'est la quintessence. Car d'un coin du carré à l'autre coin, et de l'autre coin à l'autre coin, quand vous faites la croix des 4 coins, le centre, c'est le centre de la piste. Et c'est de là où on peut s'élever. C'est du centre où on peut monter. À côté, on peut se déplacer, mais on ne monte pas. Et cette rencontre-là, avec Sylvia, ça a été tout au début. Le tout Paris est venu voir le cirque à l'ancienne. Alors oui, ça m'est comme ça, le nom, cirque à l'ancienne. Mais c'est quoi votre forme de cirque? Alors moi, je lui vendais Barnum, tout ça, parce que j'avais besoin de manger en plus. Et elle me promettait des recettes faramineuses. On est vite redescendu sur Terre. Elle me dit, c'est quoi? Ben, à l'époque, on faisait beaucoup de communication sur l'ancienne. La moutarde, par exemple. On mangeait de la moutarde à l'ancienne. Ben, nous, on faisait du cirque à l'ancienne. Alors, elle disait, mais comment vous le définissez, le cirque à l'ancienne? Alors, je lui dis, ben, c'est un spectacle très coloré, mais garanti sans colorant. Et donc, tout ça, ça a marché. Et on a vu la duchesse de Sabran, le duc d'Orléans, la Begum, la Gacan, toute la famille royale du Maroc. Le roi du Maroc, ici, il est venu petit, ici. Vous voyez, et on avait des gens... Juliette Achard a porté la garde-robe de Marcel Achard, qui venait de décéder, pour mon père, en Auguste. Alors, le clown, c'est une chose, l'Auguste en est une autre. Moi, j'ai été clown, mais j'ai jamais eu de nez rouge. Mon père a été Auguste, mais il l'a toujours eu. Vous voyez, c'est là où on a un problème entre la piste, le cirque. On a complètement tout mélangé, et c'est pour ça qu'on est perdu du reste. Moi, je suis pour les rencontres, je ne suis pas pour les mélanges. Nous arrivons de Béziers, j'ai été passer une matinée dans une cave magnifique à Sérignan, qui n'a rien à voir avec celui du Vaucluse, et il me parlait des assemblages, des cépages, de tout ça. Et il me dit, pour vous, monsieur, c'est quoi, monsieur Gruss, le meilleur assemblage? Ah, monsieur, moi j'ai un assemblage, c'est le meilleur assemblage du monde. Ah bon? Et il dit, c'est quoi? Papa et maman. Parce que par les rencontres viennent les naissances, pas par les mélanges. De 2 bonnes choses, ça c'était mon père, vous en faites toujours une mauvaise. Et donc, avec Sylvia Montfort, les premiers 15 jours se sont formidablement bien passés parce qu'on faisait du monde, et on a été forcément jusqu'à la fin du mois. Mais, juin, après arrive le mois de juillet, les vacances du personnel du théâtre, et Sylvia me dit, mais moi je continue, madame, si vous êtes d'accord, je continue. Et j'ai continué jusqu'au déménagement. C'était mon éléphant qui transportait les chaises et les fauteuils de Sylvia Montfort jusqu'à la Gaîté Lyrique. Et bien sûr, c'était des coups de pub, c'était la presse, je pense que j'ai jamais fait autant d'émissions, j'en faisais une ou même plusieurs dans la journée, avec les télés, avec les radios, avec les journaux. Monrouzy présentait des émissions comme Public en direct, c'était toujours des moments formidables. Et je me souviens, le petit chapiteau était plein, et il y avait plein de petits commerçants autour. Ma caravane était sur le trottoir de la rue qui est perpendiculaire à la rue de Torigny. J'y suis resté 6 mois là. Et là, le soir, il y avait des gens qui venaient, dont notre épicier, notre ami, et qui me faisaient de loin par-dessus la tête des gens, 1 ou 2. Et moi, je lui faisais 1 ou 2. En réalité, c'était, qu'est-ce que je vous amène? Une bouteille de champagne ou 2? Vous voyez un peu l'ambiance. C'est pour vous dire que c'était une ambiance de village qui avait un étrange rapport avec mon état d'esprit et l'amour de la famille que j'ai. La famille, c'est fondamental. C'est pas quelque chose de... Non, c'est fondamental. C'est pas une question de sang. C'est une question d'état d'esprit.
Il y a des gens qui font partie de ma famille et qui ne portent pas mon nom. C'est le cas aujourd'hui, par exemple. Et donc, ces moments avec Sylvia, ça a été toute l'histoire de l'Hôtel Salé. Pierre Etex, Annie Fratellini venaient nous donner un coup de main parce que je n'avais pas beaucoup de personnel. J'ai oublié de vous dire qu'on faisait un spectacle de 2h30 dans l'ordre. Mon père, mon épouse, mon frère, ma belle-sœur, ma femme et moi. On était 6. Et c'était à chaque fois un triomphe. On vivait dans le vrai, vous savez, dans l'authenticité. Pas dans le virtuel. D'abord, on sait même pas ce que c'était, je ne connaissais même pas le mot à l'époque. Et c'était des moments formidables. Et après, le transport de l'Hôtel Salé au musée à la Gaîté Lyrique, et de la Gaîté Lyrique à Beaubourg. Nous sommes restés 2 ans devant le Centre Pompidou. Vous voyez un peu le parcours. Musée Picasso, la Gaîté Lyrique, Beaubourg. De là, après, je suis parti à Berlin pour le Festival d'automne de Berlin. On a été invité pour la Biennale de Venise en 1980, quand même longtemps après. Ce qui a été la période Sylvia et la période du Marais a été déterminante pour la renommée et la réputation et le nom de Grus, qui n'était pas connu à l'époque. On fait du cirque depuis 1854, mais mon père et mon oncle n'ont jamais mis l'enseigne Grus sur leur caravane. Le cirque de mon père, il s'appelait Radio Circus, c'était le cirque de la radio. On avait comme partenaire Radio Luxembourg à l'époque et L'Oréal. On apprenait aux Français à se laver la tête avec du shampoing. C'est vrai, parce qu'ils se lavaient la tête avec du savon de Marseille. Et il y avait des jeux radiophoniques comme le Kitoulou, le crochet radiophonique, tout ce qu'on voit à la télé aujourd'hui, ça se faisait sous le chapiteau en direct, enregistré sur des bandes magnétiques. Et donc, toute cette période-là a été, pour moi, formidable et avec une reconnaissance. Il faut de la reconnaissance. Pas oublier ceux à qui on doit l'être là. Ça, c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, de déboulonner les statues, je crois qu'on ferait mieux de s'occuper d'en construire des statues plutôt que de les déboulonner. Je pense que le monde aujourd'hui a besoin d'être assuré, de partager, d'échanger. Moi, je sais que le pass sanitaire, pour moi, je l'accepte. Parce qu'il faut un permis pour conduire les voitures. Et aujourd'hui, il faut un permis. J'ai tout sur mon téléphone. Je suis en ordre. Mais ça me prive de plein de choses. Une bonne poignée de main, quand vous serrez la main à quelqu'un. Vous avez déjà une information sur la personne à qui vous dites bonjour. Pour moi, mon père était un type terrible. Quand il serrait la main à quelqu'un, puis la personne s'en allait, je dis « Comment tu le trouves, papa ?» Elle me dit « Regarde bien, écoutez bien, parce que c'est les paroles de mon père, hein, c'est pas les miennes. Regarde bien, parce qu'il est tellement faux cul que sur sa gueule, ça devient de la franchise. » Vous voyez un peu comme on testait le... C'était une école, une véritable école. Et Sylvia avait et toujours, je parle toujours de l'Hôtel Salé, hein, parce que forcément, c'est Sylvia Montfort qui est à l'origine de tout ça. Elle avait d'abord, je crois qu'une chose que peu de gens savent, c'est que ça a été une résistante extraordinaire pendant l'occupation et qu'elle a joué un rôle fondamental pour la libération de Chartres, qui a été reconnu par le général Patton, médaillé, et par le général de Gaulle, médaillé. Et ça, personne n'en parle. Les gens qui ont fait de la résistance aujourd'hui, ils ont des gilets jaunes. Ce n'est pas la même résistance. Moi, j'aime mieux l'autre. Je pense que l'autre peut nous faire mieux vivre. Cette histoire de Picasso, pour moi, le plus beau dessin, je vous ai parlé de la piste, je vous ai parlé du cirque, je vous ai parlé de tout ça. Pour moi, la synthèse de tout ce que j'essaye de faire comprendre, c'est un de mes amis qui m'a offert ça il y a quelques années. C'est une gravure de Picasso, vous avez, je pense, vous l'avez ici au musée, ça s'appelle le cirque. C'est un trait de crayon, avec la piste, qui est le bout de la chambrière, qui revient aux manches, à la main, où il y a le personnage, et il y a le cheval qui est debout, et ça repart, et c'est fini. C'est un seul trait.
le cirque, pour moi, la piste, c'est ça, c'est l'infini. Est-ce que vous savez que les 13 mètres de diamètre, est-ce que ça n'a pas un rapport avec le diamètre de la Terre, qui fait aussi 13 000 km? Est-ce que la circonférence de la piste de 40 mètres n'a pas un rapport avec celle de la Terre de 40 000 km? Est-ce que ça n'a pas un rapport avec le théâtre antique d'Orange, qui a 2000 ans de plus, minimum, qui fait, l'orchestra fait aussi 13 mètres de diamètre? Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Ça, c'est Einstein qui me l'a soufflé. Il me dit que le hasard, c'était Dieu qui se promenait incognito. Moi, j'aime bien cette définition. Ça n'arrange pas tout le monde, mais moi, ça m'arrange. Et le fruit des rencontres de tout ça, vous voyez la naissance? Nous étions à Béziers cet été. Pour 2 mois, un maire, le seul maire de toute la France qui nous a téléphoné pour nous proposer un emplacement pour qu'on puisse gagner notre vie seulement, vivre. Ça fait 3 ans que le cirque est fermé. Un peu moins, mais presque. Je peux vous dire, quand je suis remonté à cheval au mois de juillet, le lendemain, j'avais un peu de courbature parce que j'avais plus envie de monter à cheval. Mais c'est vite revenu. Et ça a été une rencontre formidable. Et on a passé 2 mois, juillet-août, avec la banane jusque-là, les gens vous appelaient, les gens, tout ça, et beaucoup de monde. Beaucoup de monde, c'était étonnant. Comme quoi, on n'est rien sans les autres, et c'est aux autres qu'on doit tout. Certainement que M. Picasso a été le détonateur de... On ne peut même pas essayer d'imaginer. Parce que l'homme, l'humain, c'est un peu comme les singes, hein, il copie tout. Puis en principe, on essaye de copier ce qui est bien. Et puis quand on ne sait pas, quand on ne veut pas passer par le même parcours du combattant, on fait semblant de croire qu'on est bien, mais on n'est pas bien. Pour moi, l'art, c'est le travail effacé par le travail. Picasso n'aurait jamais été Picasso s'il n'avait pas peint comme il a peint au commencement. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'ai vu Pietrangala, je ne pouvais pas accepter. La danse contemporaine à la manière de Russillon ou de Béjart, mais les danses contemporaines que je voyais à droite, à gauche, ne me donnaient pas envie de retourner. Et un jour, j'ai fait la démarche parce que j'étais très ami avec Jean-Pierre Darras, qui était directeur du festival de Carpentras. Il a fait venir, j'ai été la voir. Elle m'a retourné complètement. Et ça, c'est la parole d'un de mes amis virtuels, qui est pour moi mon mentor, celui qui m'a tout appris dans l'équitation. Là, je remonte à 150 ans avant ma naissance, qui s'appelait François Baucher. François Baucher, il a dit au comte d'Or, qui était le premier écuyer du cadre noir, parce qu'il n'était pas d'accord sur ses méthodes de travail avec les chevaux. Il dit, monsieur le comte, élevez votre intelligence sur la ruine des préjugés. Ça, je trouve que cette citation, elle vaut de l'or. Parce que le préjugé est un obstacle, un handicap catastrophique pour l'éveil de l'analyse de la connaissance. Vous avez déjà préjugé avant tout. Et donc, qui aurait pu juger de notre succès à Paris, dans la cour de l'Hôtel Salé? Alors, je vais vous faire une confidence, mais il ne faudra pas le dire. Mais il y a un cirque un peu plus loin, là, qui s'appelle le cirque d'hiver. Mon beau-père, Firmin Bouglione, en était le propriétaire. Et c'est lui, grâce à lui, si j'ai rencontré Sylvia Montfort. Parce qu'il est venu dans la rue de Torigny, il avait entendu parler du musée, il avait un de ses copains, il dit, va lui demander si ça l'intéresserait pas un cirque. Et ça l'a tout de suite intéressé. Vous voyez les liens? C'est formidable, l'histoire. Et ça, il faut reconnaître. Ma femme est une Bouglione, maintenant j'ai tout dit. Hein. Mais je la soigne. Et voilà comment une vie, elle se passe par des moments comme ça d'émotions fortes. C'est là où on se dit que j'arrive de Hollande pour acheter des chevaux, on me propose des chevaux à des 25 000 €, des 50 000 €, des trucs. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, alors c'est quoi pour vous, monsieur Grus, le prix d'un cheval? Ben, le prix d'un cheval, c'est le prix du beefsteak. À l'origine, c'est ça. C'est le poids de la viande. Comme tous les animaux, du reste, qui sont faits pour la consommation. Oui, mais là, j'étais sûr que je n'étais pas à 25 000 € le cheval. Et rassurez-vous, j'en mange pas. Mais on vit dans ce monde-là, et je ne pouvais pas savoir ce que... Quand on m'a proposé d'être présent pour cet anniversaire des 20 ans, ben ça a été pour moi un grand moment. Et puis mes enfants. Mon fils Armand a été baptisé. Leur mère, Gypsy Bouglione, est née rue de Turenne. Elle a été baptisée dans la petite église rue de Turenne, avec Sylvia Montfort. Après, on a fait la fête sous le chapiteau, dans la cour d'hôtel Salé. Mais il faut savoir que le curé qui a baptisé ma femme, c'était le petit-fils de la Goulue. On ne va pas en sortir. Et donc, il y avait une ambiance formidable. Mais peut-être vous auriez peut-être envie de me poser des questions, ou pas. Ou sinon, je peux continuer à causer. Vous voulez me poser quelques questions? Oui, madame. Savoir, oui. Monsieur, est-ce que vous considérez que Barthabas, il continue l'art que vous développez? Je vous ai dit que pour moi, la définition de l'art, c'était le travail effacé par le travail. Je crois que je vous ai répondu. On m'a posé la question une fois sur ce que j'en pensais, un peu, même genre de question. Et 2 jours avant, j'avais été voir son spectacle parce que j'ai été voir tous ses spectacles. Et le journaliste me dit, comment vous l'avez trouvé? Ben, je dis, facilement, avec le GPS, c'est très facile. Ne pas reconnaître le talent, c'est favoriser la médiocrité des autres. Vouloir favoriser la médiocrité, ce n'est pas forcément une bonne chose. Ça ne veut pas dire que c'est médiocre. Mais dans le monde du cheval, alors là c'est entre nous, mais on va sortir de ça très rapidement, parce que je pense que si je n'avais pas commencé dans la cour de l'hôtel Salé, et si le cirque n'était pas devenu culturel, non plus de l'agriculture, mais de la culture, je pense que Barthabas n'aurait jamais existé. Ça, c'est sûr et certain. Et j'arrive pas à avoir des relations humaines avec lui. Ça, c'est un des problèmes. Je vous en ai touché 2 mots. Il y a un truc. Et pas seulement moi, hein. Tous mes amis, j'ai fait des spectacles au Théâtre Antique d'Orange devant 10 000 personnes avec la garde républicaine. On a amené 90 chevaux dans le Théâtre Antique d'Orange. On a fait des spectacles avec le Cadre Noir de Saumur dans le Théâtre Antique d'Orange, où on a fait une salle pleine et tout ça. Et quand on parle avec nos amis, on ne peut pas le dire. Ne pas reconnaître le talent, c'est favoriser la médiocrité, mais de parler de la médiocrité, c'est les favoriser. Je pense que le travail doit être avant tout le point de repère de tout. C'est qu'est-ce que vous pouvez trouver de plus beau qu'un artiste offre un peu de souffrance, des heures et des heures, voire des années de travail. C'est dommage, j'aurais pu vous la donner. Il y a un photographe qui m'a fait une photo d'un de mes chevaux à Béziers, qui fait une cabriole. Alors la cabriole, c'est le summum du travail avec les chevaux. Pour ceux qui connaissent un peu l'équitation, c'est l'aboutissement de l'impulsion. Le cheval saute en l'air, clac, et puis il se trouve à l'horizontale, à 3 mètres du sol, et il redescend. Ça dure une fraction de seconde, c'est 50 boulots quotidiens. Et si vous éternuez à ce moment-là, vous avez raté l'exercice. Donc, pour moi, c'est ça. Et, par exemple, quand on était debout sur un cheval au galop, quand on était môme, on apprenait, et quand on commençait à avoir un peu plus d'aisance, et puis tenir comme ça, mon oncle ou mon père ou mes cousins, qui étaient plus âgés que moi, me disaient « fais ça, comme ça, quand tu es debout ».
Et un jour, je leur pose la question, pourquoi il faut faire ça? Je dis, parce que quand tu es debout, sur le cheval, tu dois être fier, et tu te retournes vers leur public en leur disant, c'est pour vous que je fais ça. Ça, c'est le cadeau. C'est le vrai cadeau. Demandez à un musicien combien d'heures il passe devant son instrument. Demandez à un danseur classique combien de temps il passe à la barre et dans la salle de danse. Et là, ça se voit tout de suite s'il a travaillé ou s'il n'a pas travaillé. Il ne faut pas dissimuler ces choses-là. C'est là où le grand maître Picasso a été un exemple formidable. C'est qu'avant de dessiner des figures qu'on ne connaissait même pas avant, a fait des choses extraordinaires parce que derrière, il y a un boulot considérable, tout simplement. Mais cette question-là me revient systématiquement. Pardonnez-moi, mais c'est compliqué. Par contre, il ne faut pas dissocier les choses entre le travail des chevaux et la scénographie, l'idée de la mise en scène, des éclairages, des costumes, de l'histoire, de tout. C'est un maître, quelqu'un que je respecte beaucoup en plus. Vraiment, je le dis sincèrement. Et j'ai toujours regretté qu'on n'ait pas plus d'échanges, plus de... Voilà. Vous avez d'autres... Monsieur ? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous étiez organisé dans l'hôtel Salé et nous rappeler le nom de l'éléphant? Alors, inutile de vous dire que quand on est descendu du centre culturel de la ville de Paris, qui était de l'autre côté de la rue de Torigny, et qu'on est arrivé avec les gens de la ville, et puis Sylvia et tout ça, et qu'on a poussé cette porte, et que j'ai découvert l'emplacement avec les pavés où il y avait des herbes comme ça, il y avait un échafaudage sur la façade de l'hôtel Salé il ne fallait pas y toucher parce qu'il était tout rouillé. Et ça, c'est la particularité d'être né dans une caravane pendant l'occupation. Parce que quand vous êtes né dans une caravane, un jour vous vous endormez, vous êtes là, le lendemain vous vous réveillez, quand on était môme, on était ailleurs. C'est comme ça que j'ai découvert la mer pour la première fois de ma vie, de Montamac. Mon père avait arrêté la caravane de ma mère, et de Montamac, la première chose que je faisais, hop, je tirais le rideau. La caravane était sur la plage, à La Ciotat, avec d'autres, bien sûr, on n'était pas tout seul. Et j'ai vu la mer pour la première fois de ma vie. C'est des moments d'émotion. Et là, votre cerveau, l'odorat, la vue, vous savez, quand je dis on fait le plein d'essence à ce moment-là, vous avez fait le plein d'essence. Vous entendez encore le bruit de l'eau, vous sentez la température du sable, tout, c'est formidable. Et on a ce truc-là, c'est que quand on a un espace libre, on sait déjà exactement où on va disposer telle ou telle chose. Ça, c'est la particularité de notre métier. De savoir, on arrive sur la place, alors, je vous explique un peu comment ça se passe, parce que ça s'est fait pareil ici, dans l'hôtel Salé. La première chose à trouver, et ça je voulais un peu expliquer tout à l'heure, c'est le centre. Et une fois que vous avez trouvé le centre, mon père, il avait pour son cirque de 4000 places, qui était ovale, c'était pas un cirque circulaire, le Radio Circus, le Grand Cirque de France, Jean Richard, parce que c'est pas Jean Richard qui a commencé, c'est l'enseigne qui est venue sur les caravanes de mes parents et de mon oncle. Après, il y a eu Medrano, il y a eu le Grand Cirque de France, il y a eu Zabata, il y a eu... Enfin, passons. La première chose que mon père faisait, avec sa chaîne d'arpenteur, son petit piquet et la massette, c'est d'essayer de repérer, comme ça, en se reculant, en avançant, tout ça. Et hop, le petit piquet, pam, 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 pam. Il plantait le piquet, il mettait la chaîne d'arpenteur, il tournait autour, et déjà la piste était en place, à sa place. Et dans l'hôtel Salé, ça a commencé exactement comme ça. Après, j'ai trouvé des combines pour monter les mâts, que je ne pouvais pas monter bout à bout. Forcément, ils faisaient 14 mètres. Ça fait 28 mètres, ils étaient plus longs. Donc, on trouvait des combines avec des chèvres, avec des trucs, bon, un peu comme les Égyptiens. Et là, on a... Alors, je savais déjà où j'allais mettre l'éléphant, parce que là, je n'avais pas beaucoup de choix. J'étais dans la salle où vous êtes rentré, là. Vous avez la porte qui est dans le fond, qu'on ne voit plus bien, il y a des bureaux devant.
Et là, je dis, bon, l'éléphant était là. Un peu plus haut, il y avait une verrière avec des bouts de verre qui tombaient de temps en temps. Là, il y avait les chevaux, mes 2 chevaux d'acrobatie, et puis mes 4 poneys. Et même, au début, mon beau-père m'a dit, il faut que tu leur amènes un truc qui est un peu spectaculaire. Et mon beau-père, comme c'était un homme de fauve, il avait 4 hyènes. Mais des hyènes barrées. Des hyènes avec les rayures, pas les hyènes, elles sont vilaines, les hyènes avec les rayures. Mais là, ça avait une petite crinière comme ça, elle était magnifique. Et moi, je faisais, avec Bouvard, quand on a fait la première émission, c'était pas Bouvard, du reste. C'était le soir sur France Inter. Et il me dit, vous avez des hyènes dans le spectacle? Je dis, oui, mais elles sont barrées. C'est les hyènes barrées d'Afrique. Et on avait fait tout un travail sur les hyènes que je n'ai pas gardé parce que c'était trop dangereux, on n'avait pas assez de place. Et donc, il y avait quand même mon éléphant, qui faisait plus de 5 tonnes, qui s'appelait Toffy. Et Toffy, elle avait une histoire extraordinaire en Allemagne, parce qu'elle avait participé, elle n'était pas à moi à l'époque, elle appartenait à un autre cirque allemand, qui s'appelait Althoff. Elle a participé à l'inauguration du tramway à Wimperstal. Et le Wimperstal, ça passe au-dessus du fleuve, sur un pont métallique, et il y a eu tellement de bruit que l'éléphant a foncé dans la porte du train et est tombé dans la rivière. Elle a été sauvée parce qu'il y avait de l'eau. Donc, et dans cette ville, encore aujourd'hui, vous avez encore des camemberts qui portent le nom de Toffy, il y a tout un tas de produits qui portent toujours le nom de Toffy. Voilà. Mais c'était une attraction, on faisait beaucoup de galas d'union. J'ai fait un gala d'union avec Sylvia Montfort en patte 2 sur 2 magnifiques chevaux que j'avais à l'époque après, parce que j'en ai eu d'autres tout de suite après. C'était superbe. On a fait un patte 2 avec Claire Motte et Claude Bessy, avec mon frère et moi, aussi sur 3 chevaux et 2 porteurs de danseuses. Joséphine Baker a fait travailler mes poneys ici, elle les a entraînés ici pour pouvoir le faire dans la cour au cirque d'hiver après. Et puis on avait plein de monde, de stars qui venaient régulièrement chez nous. Et voilà. En tous les cas, c'était un moment de ma vie qui était extraordinaire parce que tout a commencé ici. C'est ici où on a commencé à trouver le centre grâce à la piste. Si la piste n'avait pas existé, je ne serais pas là aujourd'hui à vous raconter mon histoire. Je n'ai pas entendu, peut-être vous l'avez déjà dit, ça a duré combien de temps? Alors, j'avais un contrat avec Sylvia d'1 mois, mais elle pouvait me virer au bout de 15 jours. Moi, j'ai été tenu pour 1 mois sûr, parce que le temps qu'elle fasse un peu la com et tout ça, il me faut 1 mois. Et si ça ne marche pas bien, 15 jours après, voilà. Et là, je suis resté 6 mois, ici, avec ma caravane sur le trottoir. Quelques anecdotes, parce qu'on avait beaucoup d'artistes, de gens qui venaient après le spectacle, et forcément, avec mon copain l'épicier, on buvait un coup de champagne. Et juste en face de la caravane, il faisait chaud, hein, on est en plein été, on baissait la fenêtre, et là, on parlait, on riait un peu fort, et il y a un œil de bœuf, là, avec 2 petits volets, et aux alentours de minuit, minuit un quart, minuit et demi, l'œil de bœuf s'ouvrait, un monsieur sortait le buste, et il disait « C'est fini, votre cirque !» Puis il refermait. Et là, je prévenais mes amis avant que ça allait se faire, et tous les soirs, quand on insistait un peu, quand on parlait un peu fort. Ouais. Mais le Marais a une particularité. Il y avait un peu plus loin, à l'hôtel de Rouen, il y avait les Tréteaux de France aussi. Alors que c'est aussi des amis avec Jean Danet, Sylvia Montfort, tout ça, ils ont tous communiqué. Mais pour moi, ce qui a été formidable avec le musée Picasso d'aujourd'hui, c'est ma connaissance du théâtre, des techniques du théâtre. Moi, j'ai été le premier à avoir des tapes noires dans le fond.
Et mon père dit, mais pourquoi tu fous du noir? C'est triste le noir. Mais papa, si un jour tu offres un beau brillant à maman, il sera dans une boîte avec du velours noir. On le voit mieux. Si c'est un bout de bâche en plastique de toutes les couleurs, ça se voit moins bien. Et donc, mes premiers jeux d'orgue. J'avais les orgues que Sylvia avait, parce qu'ils n'étaient plus dans les normes ou quoi, c'était des jeux d'orgue à résistance. C'était comme on pouvait faire cuire des beefsteaks et des œufs dessus. Et donc, moi, j'ai commencé à avoir une lumière qui montait et qui descendait, avec des projecteurs qu'on appelait les épiscopes. Avec la calotte argentée, on pouvait les régler. Il y avait les Fresnel avec la lumière plus diffuse, et puis voilà. Ça a été un moment... et puis avec des moments compliqués. On était là, fin juillet, et moi je dormais à la caravane, et le matin, je venais tout de suite pour bouger avec les chevaux et tout ça. Et il y avait eu un orage terrible la nuit, et c'était un chapiteau en plastique qu'un de mes petits cousins m'avait prêté. 30 mètres de diamètre. Donc les toiles, elles se croisaient forcément. Et il y avait une poche d'eau. Il y avait, je ne veux pas mentir, mais il y avait bien au moins 2-3 000 litres d'eau dedans. Et un de mes employés, croyant bien faire, il avait pris un piquet, puis il a percé la poche. Il a inondé la piste. Et là, on s'est retrouvés, alors, démontés, ressoudés, parce que je sais aussi bricoler, souder, machin. Tout. Et le soir, on a travaillé. Et des anecdotes avec quand il y avait toute la famille du Maroc, là, qui venait, il y avait... C'était truffé de policiers dans tout l'hôtel Salé. Sur les toits, dans les couloirs, il y en avait partout. Et une des histoires qui est assez drôle, c'est papa faisait un tableau avec un petit porc, un petit cochon. Et elle était habillée, mon père, qui était une espèce d'armoire à glace comme ça, 1m70, mais avec des avant-bras, et il était habillé en nounou. Alors, avec des ballons à la place des seins, le nez, la perruque blonde, le machin. Et le truc, c'est qu'il y avait... Mon frère, c'était son mari, et elle avait le landau. Puis au bout d'un moment, elle sortait le petit du landau, puis là, le cochon, il gueulait comme un cochon, quoi. Alors elle lui tapait sur le cul, elle lui mettait du poudre, du talc, machin, puis après, il avait le biberon. Là, c'était le silence. Et moi, j'arrivais à ce moment-là en clown, et puis je disais à la dame, « Madame, si vous voulez, maintenant il faut dégager. Ici, ce n'est pas un jardin public. Hop, le spectacle doit continuer. » Non, monsieur, il n'en est pas question. Puis là, on s'accroche avec mon père. Et puis patati, patala. Et puis je dis que son enfant, c'est un macaque. « Quoi, vous avez appelé mon enfant un macaque ?» Eh bien, vous allez voir. Tac. Et mon père donnait le petit à un compère, quelqu'un un de mes employés, un garçon d'écurie qui faisait on l'avait habillé en costard, il était bien comme tout. Et il prenait le cochon. Et bien sûr, il était embarrassé avec le cochon. Et puis patati, patala, patati, patala. Et puis la fin du spectacle, c'est qu'il y avait une petite bouillotte. Le garçon enlevait le bouchon de la bouillotte, et puis levait le cochon, comme si le cochon lui avait uriné dessus. Puis c'était la fin. Et à la fin du spectacle, il y avait la duchesse de Sabran qui était venue, avec le duc d'Orléans et toute la famille d'Orléans, les enfants et tout. Et nous voilà passés tous en ligne, et mon père. Et il y avait une dame qui était la femme de Max Hersan, qui était pas dans le spectacle, mais qui était là, blonde, un peu forte. Et elle s'adresse à la dame en lui disant « Madame, votre numéro avec le cochon était absolument extraordinaire. » C'est-à-dire que c'était carrément... c'était pas un compliment pour la dame, je peux le promettre. Voilà les petites anecdotes qu'on a pu avoir avec des pannes de lumière, avec tout un tas de choses. Mais je pense que Picasso doit être content de me voir. Parce que toute cette période-là du cirque, ça a été quand même une période
formidable du cirque, de la piste, qui est là encore une fois. Il faut bien encore resituer l'époque. Nous, dans l'équitation, c'est là encore la différence avec mon confrère, c'est que notre équitation, nous, elle vient de l'art militaire. On est les descendants directs de tous ces gens-là, d'Astley et de tout ça. Et on continue encore à le faire aujourd'hui. Parce que, moi, je dis, c'était le petit mot que j'avais envoyé à notre ministre de la Culture pour la bonne année, je dis, il faut que le spectacle vivant demeure au cœur de notre culture, afin de rendre fertile la culture. La culture, il faut la rendre fertile. Pour qu'elle soit fertile, il faut l'assembler, il ne faut pas la mélanger. Ça, c'est fondamental. Il faut qu'on ait connaissance de chaque chose pour les apprécier. Si on mélange tout, on ne comprend. On n'a pas le cerveau qui est capable de recevoir toutes ces informations. Comme aujourd'hui avec Internet ou tout ça. Alors, si vous perdez le code, vous perdez toutes les informations. Ça, c'est un avantage que moi, je n'ai pas. Ouais. Un peu en lien avec ce que vous venez de dire, puis Picasso ou la tauromachie, que répondriez-vous à une nouvelle génération qui pourrait prétendre que le cheval qui est là sur cette photo est maltraité pour aboutir, pour arriver à faire ce que vous demandez dans le cadre du dressage? J'ai un de mes amis qui s'appelle Jean-Louis Gouraud, qui a écrit un bouquin formidable, le titre du bouquin, c'est « Le cheval est une femme comme les autres ». Je trouve ce titre de bouquin, c'est formidable parce que ça marche exactement de la même manière. Ça va vous surprendre. Le nombre de dames qui viennent, bien souvent, ou de monsieur, qui me disent « Mais écoutez, est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu comment on peut faire? Mon cheval tire toujours. Dès que j'en prends les rênes, il tire. » Alors la réponse, elle est simple. Pour tirer, il faut être deux. Si vous ne tirez pas, ça ne tire pas. C'est là où Baucher a été un maître extraordinaire. Et comment on doit placer le cheval, comme on apprend à un danseur à faire par la barre, par la souplesse, par tout ça, la différence entre les uns et les autres, après vous choisirez qui est l'un, qui est l'autre, c'est qu'un est basé sur la soumission, l'autre est basé sur la réflexion. Comment je peux mieux expliquer que tout le monde sait ce que c'est que de planter une plante dans un pot, avec une fleur ou sans fleur, ça n'a pas d'importance. Pour que la plante pousse droite, la réponse, je vous la donne, mais tout le monde la connaît, c'est le tuteur. Et on attache la plante sur le tuteur, ce que les autres ne disent pas. Quand ils disent on met un tuteur, mais ils ne vous disent pas qu'ils attachent la plante dessus. On n'a pas envie de le dire. On le sait, mais on ne veut pas le dire. J'ai un de mes amis dans le sud qui m'a expliqué ça avec la plante. Il m'a dit, attends, non, tu ne vas pas mettre de tuteur, moi je vais t'expliquer. Tu as un petit sécateur, oui, je lui donne le sécateur. Il me dit, moi je vais t'expliquer comment il faut la planter, la plante, et à quel moment tu dois tailler la plante pour qu'elle pousse droite. Elle ne poussera jamais droite. Hein. Il y a toujours un petit peu, mais on peut améliorer considérablement par l'éducation. Le sécateur, c'est quelque chose qui coupe ou tailler. Malheureusement, c'est comme ça. Quand je suis en train de faire quelque chose, moi, qui a un rapport avec ça, qui a un rapport avec le cirque, qui a un rapport avec mon espace scénique, qui est lui aussi fertile, parce que c'est de la terre. Et vous savez, un ingrédient fertilisant qui est incontournable, c'est le crottin de cheval. Sur ma piste, à moi, si vous plantez, si vous semez, ça pousse. Et ça pousse bien. Et donc, avec cette histoire de plantes et de tout ça, on doit savoir exactement où et comment on fait. Ça, c'est de la réflexion. C'est là où on parle de la réflexion et non pas la soumission. La soumission, c'est la dictature. Regardez le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Vous savez combien de lois on crée presque tous les jours? Je ne voulais même pas le savoir.
C'est énorme. La loi, c'est le contraire de la liberté. Tout le monde se vante de se battre pour la liberté, or que la liberté, c'est justement l'éducation, c'est pas la loi. On a fait un peuple depuis mai 68 très instruit, pourquoi pas intelligent, mais mal élevé. Et dans une société, quand le monde est très instruit et mal élevé, c'est un peuple dangereux. C'est un peuple qui prend des... Et alors, avec les chevaux, ça répond à votre question, c'est exactement le même système. Pour pas que le cheval tire, on a la main gauche, la main droite, la jambe gauche. Les 4 membres doivent être totalement indépendants l'un de l'autre. Et vous avez les jambes pour faire avancer et les mains pour placer. Le cheval, de la tête jusqu'au bout de la queue, le cheval doit être arrondi. La voûte, c'est ce qui est le plus solide et c'est ce qui est le plus esthétique. C'est magnifique. Magnifique. Là, vous avez le cheval, si c'est celui-là, il est placé et il est, regardez, postérieur gauche, non, postérieur droit, antérieur gauche. Tout ça, c'est synchronisé. Il est sur 2 jambes et regardez les rênes, elles ne sont pas tirées. Elles ne sont pas tendues parce que le cheval est placé. Et quand on veut placer le cheval en tirant, on le déplace. Le travail que je suis en train de faire, là, c'est sur l'aplomb et l'équilibre. Et on mélange toujours les deux. Pour moi, l'aplomb, la définition même de l'aplomb, et là, ça a commencé ici aussi, dans l'hôtel Salé, c'est la distance la plus courte qu'il y a entre la terre et le ciel. Les autres vous parleront du fil à plomb. Non, le fil à plomb, c'est pas l'histoire la plus courte du ciel, de la terre jusqu'au ciel, c'est le contraire. C'est du ciel vers la terre. L'équilibre, ça a toujours besoin de compensation. Pour mettre un cheval en équilibre, c'est un travail phénoménal de main et de jambes. Pour toujours amener le cheval dans la main, non pas... Alors, je vous raconte une anecdote, après si vous voulez on passera à autre chose, ou on pourrait s'arrêter là-dessus. J'avais une conférence avec... Pardon ? Il y a une conférence qui va s'enchaîner juste maintenant, je suis désolée. Alors, non, mais vous faites bien. Je termine la réponse à la dame pour les chevaux, et on est avec le général, le colonel Tesserang de la garde, du cadre noir de Saumur. Il y a les 2 écuyers de Jerez en Espagne et de Lisbonne, et il y a des écuyers de Vienne. Là aussi, vous avez les 2 équitations ibériques et françaises et autrichiennes. Là, exactement la même école qu'entre Bartaba et moi. Un côté, c'est militaire, l'autre côté, c'est la tauromachie. La tauromachie, c'est le piafé, c'est le passage, mais ça n'a pas la même vocation. Que le piafé et le passage des militaires, ça avait des rapports avec la guerre. Et donc, le colonel Tesserang a parlé devant tout le monde d'abaisser les hanches du cheval. Alors là, le cheval, il a les hanches qui sont basses. En réalité, il n'a pas les hanches basses. C'est un cheval qui a de l'impulsion. Abaisser les hanches, moi j'ai rajouté une petite blague parce que j'aime bien blaguer quand ça m'énerve un peu. Je dis, monsieur mon colonel, si vous abaissez les hanches comme ça, vous allez finir par trouver du pétrole. Parce qu'en bas, la hanche du cheval, c'est quelque chose qui doit partir du bas vers le haut et non pas du haut vers le bas. Abaisser, ça va de devant à derrière et l'impulsion, ça part du bas vers le haut. Voilà. Bien, en tous les cas, je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter. Merci.